Que les téléspectateurs, Ramadan approche, et puis les malades, certains malades, notamment souffrant d'hypertension artérielle, se posent certaines questions pour bien passer le mois du jeûne. Eh bien, moi je reçois justement pour répondre à toutes ces questions le professeur Sadia Abir, cardiologue. On va parler de l'hypertension et du Ramadan. A tout de suite pour les détails. Et pour faire cette sensibilisation, je suis justement avec le professeur Sadia Abir, professeur de cardiologie. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une spécialiste de l'hypertension artérielle justement. Et ce qui est important, c'est d'en parler bien avant Ramadan, bien avant le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est important de rééquilibrer et d'être conscient de son hypertension artérielle. D'abord, on commence par un rappel. Qu'est-ce que c'est exactement que l'hypertension artérielle, professeur Abir? D'accord. Je vous remercie déjà pour l'invitation et pour le sujet qui est extrêmement important et qui me tient à cœur aussi. Peut-être avant de parler de l'hypertension artérielle exactement, dire ce que c'est la tension artérielle. Alors, la tension artérielle est la pression avec laquelle circule le sang dans les artères. Oui. On peut dire pression artérielle ou tension artérielle. Elle a normalement des limites. Elle ne doit être ni trop élevée ni trop basse, pour que la circulation se fasse dans de bonnes conditions et que le cœur puisse amener le sang et donc l'oxygène et l'énergie partout dans l'organisme. Lorsque la tension artérielle est trop élevée, donc hypertension artérielle, il s'ensuit certains dommages au niveau des artères. Donc il y a des dommages qui se créent au niveau des artères et on parle alors d'hypertension artérielle. Les chiffres normaux de la tension artérielle sont situés aux alentours de 140 mm de mercure pour la tension 14 cm, donc c'est ce qui est connu, et 9 cm de mercure pour la pression artérielle minimale ou dite diastolique. Au-delà de ces chiffres, il y a hypertension artérielle qui peut être à des degrés de sévérité différents. Absolument. Alors, ça c'est l'hypertension artérielle. Oui. On rappelle aussi ses dangers sur l'organisme? Oui. Alors, les conséquences de l'hypertension artérielle sont très importantes et peuvent être très graves parfois. L'hypertension artérielle n'a pas de symptômes, ce qui fait son danger. Donc, on peut avoir l'hypertension artérielle et se sentir absolument normal. La seule façon de l'identifier est de la mesurer. Cette mesure est simple, elle peut se faire par un médecin ou par un professionnel de la santé, pharmacien, personnel de la santé, et parfois même de l'automesure, mais en tout cas, elle doit être confirmée par un médecin. Lorsque les symptômes arrivent, parfois il est un peu tard, on est déjà au stade des complications. C'est pourquoi on appelle l'hypertension artérielle le tueur silencieux ou le mal silencieux. Les conséquences se font au niveau de beaucoup d'organes. Alors il y a ce qu'on appelle les organes cibles, c'est-à-dire les organes les plus touchés par l'hypertension artérielle. Au premier plan, je parlerai du cerveau, parce qu'on connaît tous... chacun sait autour de lui qu'il y a eu ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral, qui est une conséquence dramatique de l'hypertension artérielle. L'AVC. L'AVC. Alors cet AVC peut être soit hémorragique, c'est-à-dire qu'il y a une très forte pression au niveau des vaisseaux et un vaisseau du cerveau va éclater et inonder le cerveau et rendre inactif une partie du cerveau. À l'inverse, il peut se boucher et c'est l'accident vasculaire ischémique. Donc il peut être hémorragique ou ischémique et dans tous les cas, il est grave et peut avoir des conséquences sur la motricité, l'indépendance, l'handicap physique, l'handicap sur les personnes, les familles et même au plan économique sur tout le monde. Donc c'est des conséquences qui sont très importantes. C'est des choses qui peuvent être évitées. Donc ça c'est le premier organe. Le deuxième c'est le cœur. Alors le cœur va dans un premier temps travailler beaucoup pour pouvoir amener le sang là où il faut, partout. Et donc, il va effectuer un travail qui est très important. Il va d'abord s'hypertrophier, c'est-à-dire devenir gros, puis se dilater, et à la fin, il peut s'épuiser complètement. C'est l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque, elle a un pronostic qui est parfois encore plus sévère que certains cancers. C'est vous dire que c'est des conséquences qui peuvent être vraiment dramatiques. Au niveau du cœur et des vaisseaux, il y a aussi l'infarctus du myocarde. L'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur pour l'infarctus du myocarde et l'angine de poitrine. Alors tout ça, ce sont les conséquences directes de l'hypertension artérielle. Nous avons souvent
au niveau de l'émission consacrée des dossiers complets au danger de l'hypertension artérielle. Mais aujourd'hui, avec vous, on veut sensibiliser les gens à l'importance de rééquilibrer son hypertension, surveiller en tout cas son hypertension artérielle, adapter le traitement pour pouvoir passer un bon mois de Ramadan. Est-ce que les personnes hypertendues, professeur, peuvent jeûner, sont capables de jeûner? Oui, alors on peut, dans certains cas, concilier l'hypertension artérielle et le jeûne de Ramadan. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypertension artérielle, en règle générale, la tension artérielle ne varie pas beaucoup au cours du Ramadan. Il n'y a pas d'incidence importante. Alors, les personnes qui peuvent jeûner sans problème sont ceux qui ont une hypertension artérielle légère, qui nécessite parfois un traitement, mais c'est un traitement simple, simplifié, un comprimé, ce qu'on appelle une monothérapie à prise unique. C'est une hypertension artérielle qui n'est pas accompagnée d'autres maladies, parce que l'hypertension artérielle est très souvent accompagnée d'autres maladies telles que le diabète, l'obésité, etc. C'est une hypertension artérielle qui est bien stabilisée par le traitement, et donc ils peuvent bien sûr, toujours après avis de leur médecin traitant, faire le jeûne sans risque particulier pour leur santé, en observant bien sûr des mesures qu'on va détailler. Donc, tous les hypertendus ne peuvent pas jeûner? Tous les hypertendus ne peuvent pas jeûner. Il y a une catégorie, on vient d'en parler, d'hypertendus du léger qui peuvent jeûner, qui sont stables et pas compliqués. Les hypertensions artérielles qui sont associées à d'autres maladies, notamment au diabète et l'insuffisance rénale, parce que c'est aussi le rein, un des organes cibles les plus touchés par l'hypertension, à telle enseigne quand c'est un peu l'histoire de l'œuf et du poule qui a commencé. Et donc, quand il y a une insuffisance rénale, quand il y a une insuffisance cardiaque, quand il y a un problème cardiovasculaire associé, quand il y a un diabète sévère, quand l'hypertension artérielle est résistante au traitement, quand elle nécessite pour être stabilisée plusieurs médicaments, quand elle est associée à des maladies des artères, d'autres maladies des artères, quand elle s'est déjà compliquée. À ce moment-là, vous déconseillez ou vous interdisez? Ces patients-là ne doivent pas jeûner. Il y a des cas où on interdit complètement. C'est quand il y a une insuffisance cardiaque, par exemple, une insuffisance rénale, il ne faut pas jeûner. Quand on vient de faire une maladie, une complication cardiovasculaire, il ne faut pas jeûner. Dans des cas intermédiaires, on peut, selon les cas, autoriser. Et si, au cours du jeûne, apparaît le moindre signe, une tension qui s'élève, un malaise, des maux de tête, une trop grande fatigue, etc., il faut interrompre le jeûne, prendre ses médicaments et voir son médecin. Alors justement, il faut une préparation en amont pour ces malades qui ont, on va dire, l'autorisation de jeûner. Il faut vraiment une préparation en amont. C'est pas un patient comme les autres, c'est pas une personne lambda qui peut du jour au lendemain jeûner. C'est clair, l'idéal serait que ces patients-là soient vus, puissent avoir un petit bilan avant le Ramadan, pas le premier jour du Ramadan, attendre le premier jour, donc 2 semaines, 3 semaines avant, consulter leur médecin, se préparer, si la tension n'est pas très stable, la stabiliser, l'évaluer, etc. et voir qui peut jeûner et qui ne peut pas jeûner. Cette préparation, elle est à la fois auprès du médecin, mais par soi-même. On se prépare au Ramadan en observant aussi une hygiène de vie adéquate pour être dans le mieux de sa forme. Alors justement, la prise des médicaments. On sait que bon, en temps normal, hors mois de Ramadan, eh bien, il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le dîner. La prise de médicaments peut se faire avec les repas. Mais pour pendant le mois du jeûne, à quel moment vous conseillez la prise de médicaments? Alors, je dirais que déjà, avant le premier jour du Ramadan, s'il y a des changements à faire, ils doivent être faits avant le premier jour. Au moins une dizaine de jours, une semaine avant, pour que l'organisme puisse s'adapter à ce changement qui ne doit pas être brutal. On ne peut pas aujourd'hui prendre son médicament à 9 h du matin et si on doit jeûner, le lendemain, le prendre à la rupture du jeûne, voire au-delà. Donc ça, c'est la première chose. Alors dans ce cas-là, comment la personne fait pour adapter? Alors pour adapter, il y a ça dépend des personnes. Et des médicaments aussi. Il y a des médicaments qui ne sont pas modifiés par le suc gastrique. C'est-à-dire que même si on les prend avec le repas, ça ne dérange pas. Il y a d'autres médicaments qu'il faut prendre à distance des repas. Et puis, il y a des personnes qui se réveillent tous les jours le matin pour la prière,
quand on sait que c'est des gens qui ne ratent jamais le fajr, qui le font tout le temps, eh bien pour certains, on peut conseiller de le prendre à ce moment-là, à condition d'être sûr. Pour les médicaments, la plupart des médicaments ne sont pas influencés par le repas. Donc ces gens-là qui sont sûrs peuvent prendre les médicaments du matin, d'accord. Et les autres, ça dépend du nombre de prises. Pour les autres, les médicaments qu'on doit prendre vers midi ou en début d'après-midi ou même le matin et qu'on voudrait modifier pour la rupture du jeûne ou un peu après la rupture du jeûne, eh bien on doit les modifier progressivement. Si on prend un médicament le matin, eh bien on va décaler de 2 heures en 2 heures ou 3 heures en 3 heures jusqu'à l'amener vers le soir, comme ça le jour du Ramadan, la transition est déjà faite. Est déjà faite, absolument. Rester quand même vigilant soi-même à son état de santé. C'est clair, il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut aussi profiter du Ramadan pour adopter une hygiène de vie beaucoup plus raisonnable. Un malade, quel qu'il soit, et un hypertendu ou un malade cardiovasculaire doit éviter ce que j'appellerais entre parenthèses les niches de sel. C'est-à-dire, on sait qu'à la rupture du jeûne, pour ceux qui peuvent jeûner, les repas, et même ceux qui ne jeûnent pas, profitent de la rupture du jeûne pour un repas familial. Éviter, on sait que c'est des repas extrêmement copieux, très salés, très gras. Il faut éviter les niches de sel, c'est-à-dire tous les salés, absolument. Les olives, les pizzas dégoulinantes de fromage et de gras, tout cela. Il faut que le repas soit léger. Il faut fractionner les repas. Absolument. Ça, c'est des conseils habituels pour tout le monde. Il faut surtout ne pas oublier de s'hydrater abondamment et régulièrement. Merci, professeur Sadia Abir, professeur de cardiologie. C'est un plaisir de vous avoir. Merci pour tous ces conseils, précieux conseils à nos téléspectateurs. Pour moi, c'est un plaisir de vous accompagner tout au long de cette heure avec ces 2 thématiques. Eh bien, grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne à Tanger et à Rabat pour la réalisation et la diffusion de cette émission. Plaisir de vous retrouver très vite sur Médiane TV, sur les ondes de la radio du Grand Maghreb, bien évidemment avec Farhana. À bientôt. Au revoir.